Un constat, un combat. Dans un monde où une information en chasse une autre, de crise en crise, toujours ramé dans le présent, bienvenue dans la zone libre pour prendre un peu de hauteur. Dans une société de plus en plus dysfonctionnelle confinant à la dystopie, pour éviter le pire, un constat, un combat. Aujourd'hui, en partenariat avec la revue Disruption, la revue libre de juillet, partie 2. Eh bien, bonjour Flavie, comment Bonjour vas-tu? David, comment tu vas? Je suis content que l'IA nous mette dans la même Ouais, pièce. c'est beau. On y croirait. Tu es pourtant en France, moi en Norvège. C'est que du bonheur. Alors moi, je te propose de foncer dans le tas, de rentrer dans le sujet, les résultats législatives. Oui, alors donc peut-être rapidement, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Des législatives, c'est incontournable, le second tour ayant eu lieu dans toute sa splendeur. Et puis nous parlerons rapidement du tour européen, la tournée d'Orban. L'Orban Show. Orban, président de la Hongrie, mais nouveau aussi président de l'Union européenne. Nous parlerons rapidement de nouveau président de l'Iran, parce que l'Iran... un président, en plus d'avoir un, comment on appelle ça, un gardien de la révolution. C'est pas gardien de la révolution, enfin, ils ont un titre, c'est l'équivalent du Premier ministre, donc ceux qui gouvernent. Et puis, nous parlerons peut-être de notre ami Raphaël Glucksmann, ou éventuellement Encore plus tard en petite nouvelle. Faudrait lui consacrer une émission. En gros, écoute, nous voilà un très beau programme d'émission. Oui. C'est bien. Première question peut-être pour toi, c'est est-ce que la composition de l'Assemblée t'a surpris les résultats dimanche? Non, je n'ai pas été très surprise parce qu'on était assez prévenus en amont de ce qu'ils appellent l'effondrement du RN. C'était prévu parce que le RN avait très très peu de réserve de voix. Première raison. Et deuxième raison, il y a eu quand même un beau spectacle durant cette quinzaine antifasciste pour œuvrer au désistement de plusieurs candidats en faveur de la Macronie, entre autres. Et puis il y a aussi ces histoires de procuration. On pas y forcément viendra. très clair, On va y arriver. alors qui a été spécifiquement étudié par des gens peu fréquentables comme François Asselineau. On va y venir. Voilà. Non, mais je voulais juste mettre un petit peu le cadre, la trame Très bien. ce dont nous allions parler au sujet des législatives. C'est effectivement le point 4 qu'on va aborder à un moment. Mhm. Donc le premier point, c'est peut-être parler de la composition de l'Assemblée. On retrouve donc le nouveau Front populaire avec 182 sièges. Ensemble, d'ailleurs c'est intéressant, le parti de Macron change de nom systématiquement pour faire oublier qui est son chef. Le Front populaire aussi, puisque nous sommes vrai, entre LFI, NUPES, je m'y perds complètement. Et donc ensemble à 168 et le RN à 143. Et une jolie petite bande bleue avec des républicains qui se maintiennent 46, entre le RN et la Macronie. D'ailleurs, c'est intéressant de voir le PS et les Républicains se reconfronter en fait, après autant de temps. C'est le revival d'un vieux combat. C'est plutôt Oui, amusant. on essaye de faire rejouer les vieux combattants. C'est pas toujours évident de leur redonner vie comme ça, alors qu'ils sont un petit peu exsangues. Mais les Républicains ont retrouvé un petit peu de vitalité sur en fait cette hésitation, cette tentation RN, mais en même temps c'est quand même un vote qui est un petit peu plouc et un petit peu difficile pour beaucoup de gens de droite, donc ils s'accrochent un peu aux Républicains parce que même Macron ils sont pas très à l'aise, il y a des choses qui les dérangent, l'immigration, tout ça. Donc il y a quand même une partie de gens de droite qui s'accrochent encore aux Républicains, genre un petit peu libéralisme, oui. Les terres agricoles vendues aux Chinois, pas de problème, mais l'immigration, par contre, ça crispe un peu. Pour résumer très brièvement. Non, mais c'est toi qui connais mieux la sociologie du bobo de centre-ville que moi. Oui. Je te fais confiance pour ça. Et on en discutait avec de nombreux philosophes de bonne facture. Et ce qui ressortait, ce que je trouvais intéressant, c'était la notion d'une recomposition de la lutte des classes. Et il y a beaucoup de dichotomies, de spectres en tout cas qui semblent s'imposer. J'aime bien la distinction entre les laboratores et les oratores, que je trouve ici assez fonctionnelle. Donc on a d'un côté les gens qui payent des impôts, les gens qui bossent, quoi, tout simplement, face aux gens qui parlent, qui ont du capital culturel, qui font des films, qui sont des profs. Et on voit quand même que c'est une bonne façon d'expliquer la nouvelle division au milieu de l'Assemblée. Oui. Alors, pour être peut-être plus précis, évidemment, les CSP+, ou plus,
de centre-ville ont tendance à voter la Macronie, entre guillemets. Et après, ceux qui travaillent, mais qui ont du mal à s'en sortir dans un contexte de mondialisation financiarisée, et qui donc, par exemple, tiennent des TPE, PME, sont surchargés de taxes, les entrepreneurs de petites entreprises, de moyennes entreprises, ou les salariés dont le salaire n'augmente pas très vite, ceux-là ont tendance peut-être à commencer à voter RN en tout cas. Il y a aussi, alors, parce qu'il y en a aussi qui votent Macron, c'est toujours assez complexe, mais on va dégager des tendances comme ça. Et puis, je dirais les intellectuels ou ceux qui font partie des milieux de la culture, tout ça avec des guillemets, parce que de centre-ville, qui votent LFI, alors qu'ils ne sont comme pas du tout, en général, atteints par les problèmes de la classe populaire. C'est tout le paradoxe. Hein. Et qu'ils sont... alors, il y a ceux aussi qui génèrent de l'activité, qui sont en général ceux qui votent Macron et ceux qui votent RN, et ceux qui sont plus à vivre éventuellement de subsides de population là-dessus, Front populaire, c'est-à-dire le milieu de la culture, les milieux intellectuels qui vivent de certains subsides liés à la culture, et ceux qui vivent plus d'allocations familiales et de RSA, les banlieues, oserait-on dire. Le lumpen et l'intelligentsia, quoi. Voilà, c'est ce que tu me décris, qui ont tendance à se rejoindre sur un vote. Bon, c'est une habitude historique et Marx déjà parlait de ce lien. Ça ne se rejoignait pas forcément sur le vote auparavant. Donc il y a le vote... Oui. Le vote bobo des centres-villes est extrêmement, en effet, LFI. Et souvent, quand on leur demande pourquoi ils votent LFI, c'est très très succinct, c'est-à-dire ils n'ont même pas ouvert le programme. Pourquoi ils détestent le RN, ils n'ont pas ouvert le programme non plus. Beaucoup de femmes qui ont une démarche éventuellement compassionnelle, la gauche c'est gentil, le reste c'est méchant. C'est souvent très 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 primé, très succinct. Alors aussi, j'ai lu quelque part, je ne sais plus très bien où, ce jeu de mots entre la notion de possession, qui dit en gros, ce sont des possédants qui s'allient avec des possédés. Ça, on parle des intellectuels de gauche comme Geoffroy de la Gannerie, par exemple, qui s'allient avec donc des possédants qui s'allient avec des possédés contre les dépossédés. Je trouvais ça pas mal vu. C'est joli, en tout cas. Oui. Effectivement. Et une autre dichotomie qui reste très efficace, c'est un peu le roi de l'époque, c'est celle de Guy Louis, évidemment, entre les centres-villes et la périphérie. Et les zones aussi, plus que la périphérie, les zones au-delà de la périphérie, les zones de campagne. Ce que lui appelle la périphérie, le périurbain, pour être précis. Ouais. Effectivement, on voit cette dichotomie se tracer. Il faut voir si elle s'inscrit dans le long. Est-ce que c'est quelque chose qui va rester ? Est-ce que c'est une lecture efficace ? C'est très difficile à dire. On a l'impression qu'on est dans un magma où les choses changent tellement vite que faire des modèles devient difficile. Hein. Oui, mais enfin, c'est des modèles là, qui sont assez pertinents depuis quelque temps déjà. Alors, qui s'affinent et qui se précisent. Mais non, là, je pense qu'on est dans un modèle, c'est clair. En tout cas, qui est que, en gros, l'ancienne gauche, la gauche, qui correspond à la gauche d'avant, a plutôt tendance à voter RN que LFI. Ça fait longtemps, ça, les classes ouvrières votent RN depuis très longtemps. Ça fait longtemps que, même c'est des auteurs américains qui l'avaient théorisé, pourquoi aujourd'hui les ouvriers voteraient à droite et la bourgeoisie vote à gauche. C'est Christopher Lasch, n'est-ce pas ? Non, c'est pas Christopher Lasch, c'est un autre que je peux vous retrouver. Il y a plusieurs travaux sur ces questions-là, mais ça s'appelle textuellement pourquoi les classes populaires votent à droite et pourquoi les classes bourgeoises votent à gauche. En tout cas, le titre mérite d'être clair. Et en parlant de la dichotomie gauche-droite, ou en tout cas de l'opposition gauche-droite, on a eu une liste de désistements qui a marqué un point qu'on a traité la semaine passée, qui était qu'on avait réussi à oublier d'où venait Macron, c'est-à-dire du PS. Et on a vu un charivari assez impressionnant de désistements et de combinazione pour faire élire des gens qui avaient conspué la gauche. Borne, qui s'était fait conspuer pour son engagement contre la loi des retraites. Enfin, pour la loi retraite. Pour la loi retraite, pardon. Par LFI. À qui on a fait une très jolie place à l'Assemblée. Merci. Grâce à LFI. Oui. C'est-à-dire, et pour aller jusqu'au bout, en fait, ce sont quand même
des militants LFI qui s'allient pour faire élire Borne, qui a œuvré pour une loi dont il était censé être farouchement contre et qui est censé d'ailleurs être, comment dire, un des chevals de bataille de leur combat, contre un RN qui est contre la loi retraite, comme eux. Comme quoi, la posture est quand même largement plus importante que les convictions de fond. C'est une époque très étonnante. La posture ou le calcul politicien. En ça, c'est une époque très étonnante. Et la LFI, donc le Nouveau Front Populaire, a aussi fait une place au très très méchant Darmanin, qui était le fasciste en chef, le chef de la police, le chef des méchants. Ils ont très allègrement et sans scrupule fait une petite place au chaud pour le cher Darmanin. On a l'impression un petit peu que les masques tombent, que le théâtre devient de plus en plus visible. On va citer aussi 2 autres exemples rapidement qui sont croquignolets. Vous avez Aurélien Rousseau qui a été élu, je ne sais pas très bien où d'ailleurs, qui remercie la Croix et l'Humanité. Aurélien Rousseau, candidat à En Marche, qui remercie dans un tweet la Croix et l'Humanité pour leur soutien. Et pour terminer, Raphaël Arnaud, élu dans la première circonscription du Vaucluse, et visiblement il est élu avec un très beau score. Hein. Et d'après ce que j'ai pu lire, c'est des quartiers très, très, comment dire, dominés par les narcotrafiquants. Donc voilà, ça c'est beau aussi. Oui, on est dans un paysage français assez navrant de manière générale, et ça devient de plus en plus difficile à suivre et à comprendre, quoi. Quand tu as un fichier S à l'Assemblée, moi je veux bien d'être de très bonne volonté, mais il n'est pas censé avoir le droit de s'approcher de l'Assemblée, et maintenant il y siège. Bon, je comprends le paradoxe français, le goût pour les extrêmes dans le côté tiraillement entre 2 absurdités. On est quand même épaté du spectacle qu'on peut regarder, on est vraiment devant une farce. En parlant de farce, petit moment conspi, une vidéo circule peut-être qu'il a été réélu, je n'ai pas vérifié, de René Pilato, qui se plaignait en 2023 d'avoir décompté les procurations pour en trouver une majorité de fallacieuses dans celles qu'il a décomptées. Et notre cher Asselineau, figure du Frexit et du souverainisme, faire un travail un peu d'enquête, journalistique sur la question des procurations. J'en tire pas grand-chose, mais toi, qu'est-ce que tu en penses de cette idée ? Pareil, je n'ai pas été dans le détail, mais en effet, je trouve que l'idée déjà de donner une procuration sur Internet à des personnes qu'on ne connaît absolument pas, hein, puisque ce sont des espèces d'associations, enfin de comités qui permettent de recueillir ces procurations. Alors déjà, quand on fait confiance à sa mère ou un ami proche pour voter selon notre désir, c'est quand même, on n'est jamais à 100% sûr du résultat. Mais là, donner sa procuration à des associations instituées, je crois, principalement par le gouvernement, c'est quand même assez folklorique. Et visiblement, il y a eu beaucoup de procurations. J'ai lu le chiffre de 3 millions, mais je n'ai pas vérifié, ce qui semble effectivement très important. C'est difficile d'évaluer exactement l'ampleur dans ces cas-là de ce qu'aurait pu être une éventuelle fraude. Moi, je pense qu'il faut faire confiance au gouvernement. Je suis assez confiant. Moi, toi, tu es un peu plus suspicieuse, je crois. Très, très suspicieuse. Je ne pas jusque-là, mais il faut avoir un peu plus confiance en son pays et ses institutions. Donc voilà, on a les tribulations encore en France de la législative. Pour être très honnête, j'aimerais que le sujet s'éteigne un petit peu, mais on est vraiment rentré dans l'ère de la communication et du choc constant. J'ai de plus en plus de difficultés à m'y intéresser. Et alors, pour clore le sujet législatif, qu'est-ce que tu penses du fait que, bon, on avait prévu un effondrement du RN, on n'est quand même pas dans l'effondrement, mais disons que c'est moins spectaculaire que prévu. Et le RN rassemble plus de 10 millions de votes. Et donc, qu'est-ce que tu penses de ces scrutins à 2 tours dans lesquels, finalement, au second tour, les perdants s'allient pour contrer le gagnant, quelque part ? C'est un peu compliqué, je veux dire quelque chose qui paraîtra antinomique, mais il semble que le scrutin à 2 tours soit relativement antidémocratique. On a au premier tour 34% des électeurs qui votent RN, un parti central relativement marginalisé, un parti de gauche deuxième en tout cas, et puis on a... une gauche un peu pied nickelé, puisqu'ils ne sont pas du tout d'accord, enfin, c'est une gauche quand même qui va exploser dès qu'elle n'aura plus cet intérêt
électorale en commun. Puis, après cette élection et ces résultats-là, on a un documentaire sur Auschwitz par jour et une diabolisation. On défausse tout ce qu'on peut trouver de négatif sur les élus du RN. Rappelons-le quand même, qu'ils ne sont pas le RN historique n'est quand même pas le RN actuel. Et on parle de filiation historique, mais alors la gauche a aussi les mains très sales. Donc, si on va dans la filiation de tous les partis, on trouvera des squelettes. Je ne sais pas, je trouve que le scrutin à deux cours à la française semble non seulement paralyser le système, mais aussi ne pas privilégier la voix du peuple, en tout cas un minima. Disons que là, ce que je vois sur la courbe, c'est quand même le RN a beaucoup baissé en termes de sièges, mais la répartition des sièges aussi, c'est quelque chose d'assez complexe. En fait, je pense que nous pourrons en parler la prochaine fois quand on aura étudié un peu ça. La façon dont sont calculés les sièges est faite de façon à créer une majorité. C'est assez... parce que quand tu vois qu'il y a 10 millions pour le RN et que ça fait vraiment beaucoup moins de sièges que le LFI, c'est assez... On pourrait faire, on fera un sondage sur le Discord, voir si ça intéresse, demander à un juriste de nous faire le détail du fonctionnement de la 5e. Dans une perspective un peu vulgarisatrice, effectivement. Bon. En tout cas, c'est une belle victoire, en tout cas pour le gouvernement, d'arriver à ce résultat au second tour. C'est du bon travail, beaucoup de travail entre les deux tours. Non, je pense quand même que c'est l'institution et le système du vote qui a fonctionné à plein. Et stratégiquement, une chèvre morte sera toujours élue devant le RN, qui est un repoussoir. La quinzaine antifasciste a fonctionné. Ça a permis à la gauche de se rallier au centre, aux libéraux, entre guillemets. C'est comme ça depuis les années 80, ça fait 40 ans. Rien d'étonnant, rien de nouveau sous le soleil, je dirais. Donc, par contre, du renouveau sous le soleil, il y en a avec la tournée d'Orban qui reprend la présidence pour 6 mois depuis le 1er juillet à la tête de la Commission européenne, enfin de l'UE, et qui nous fait une véritable nouveauté, qui nous fait de la diplomatie. On a vu donc le très cher Orban faire la tournée des popotes pour promouvoir la paix entre les Russes et les Ukrainiens. Ceci dit aussi, n'oublions pas que les deux pays sont frontaliers, pour défendre ces minorités présentes sur place, qui elles-mêmes auraient pu être un peu victimes des politiques ukrainisantes qui ont eu lieu depuis les années 2014, si mes souvenirs sont bons. On voit en tout cas un lever de une nouvelle pratique, je crois, dans les institutions européennes. Jamais une présidence n'a servi à autre chose que promouvoir le président. Macron, par exemple, avait vraiment fait un spectacle démentiel de politique intérieure qui avait mis mal à l'aise tout le monde tellement c'était navrant. Là, on a quelqu'un qui en fait quelque chose de portée internationale. Mais enfin, voilà. Orban est le mouton noir de l'Europe, et donc je pense qu'il se serait bien passé d'une présidence Orban, sauf que bon, là, il y a un système qui fait que bon, c'est tombé sur lui, et qu'il en profite pour faire cette tournée. Ça me fait un petit peu penser, c'est un peu en écho à la tournée de Boris Johnson aux États-Unis et ailleurs, d'ailleurs, au début de la guerre, pour convaincre tout le monde, enfin en tout cas les différents États américains de l'utilité de cette guerre. Alors là, c'est un peu une réponse, c'est pas une réponse, mais en tout cas c'est une tournée à l'opposé. On a l'impression que cette guerre se termine, David, comme ça, qu'elle s'étiole, etc. Ça fait un bout de temps qu'on dit que les Russes gagnent, même s'ils gagnent pas de façon spectaculaire. On ne sait pas ce que Biden dit. Hein. Ouais, mais bon, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de choses. Hein. Je pense pas que les voix soient à l'unisson sur les résultats de la guerre. Hein. Je pense qu'on a encore des voix divergentes et que pendant toutes les périodes de guerre, la première mort, c'est la vérité. Moi, modestement, mon cœur de gauche et mon goût de la vérité me pousse à ne prendre aucune conclusion sur ce conflit. Ce que je trouve toujours intéressant sur, en tout cas, ceux qui regardent beaucoup LCI, pareil que même LCI, à part pendant les législatives, c'est tous les soirs des généraux de l'OTAN sur les plateaux à vous expliquer que, en même temps, la Russie perd, mais qu'en même temps, elle va envahir la Suède et la Finlande. Alors moi, je ne regarde pas LCI, mais je voudrais quand même savoir comment on arrive
à faire cohabiter ces deux narratifs. Et peut-être que l'Ukrainien est trop rugueux, trop bien équipé, là où le Finlandais est un peu gras et moins guerrier. Je ne sais pas, peut-être. Poutine étant un monstre, il cherche peut-être de nouveaux ennemis moins coriaces. Qu'en penses-tu? Je pense qu'ils sont peut-être moins coriaces, les Finlandais et les Suédois, mais ils sont quand même très organisés. Les bases de l'OTAN en Finlande, quand même, les bases de l'OTAN en Finlande, je pense qu'ils sont peut-être mieux préparés à une... Enfin, je parle de sujets que je ne connais pas, je préfère pas trop m'étaler. Mais moins corrompus que l'Ukraine, peut-être mieux à même de gérer une guerre, quand même. Parce que l'Ukraine, tous ces milliards déversés partent dans des trous noirs de corruption. MacGregor, un colonel relativement éminent qui s'est beaucoup exprimé sur le conflit, parle quand même de plus de 600 000 morts côté ukrainien. Je ne sais pas combien de départs il y a. L'Ukraine est quand même dans un très mauvais état. Il faut admettre que la solution d'Orban arrive peut-être au bon moment. Peut-être que quand même là, on pourrait peut-être devenir raisonnable après autant de morts. Je ne sais pas. Moi, je suis un pacifiste. Hein. Surtout pour des guerres comme celle-là qui sont tout ce qu'elle en réalité elle n'avance pas. C'est-à-dire tout ce qu'elle ne met pas devant. C'est-à-dire c'est une guerre, disons, pour la liberté, la démocratie et la nation ukrainienne. Or, l'Ukraine n'est ni une nation, ni une réelle démocratie, et en tout cas, elle est extrêmement corrompue, ce qu'on ne dit jamais. Oui, mais elle a le droit de se défendre, elle a été attaquée. Non, mais ça ne lui empêche pas le droit de se défendre, mais sachant que les bénéfices de cette guerre n'iraient, dans l'état actuel des choses, qu'aux oligarques et aux multinationales qui se sont appropriés, notamment près de la moitié des terres ukrainiennes, qui sont, entre parenthèses, des multinationales américaines. Oui, c'est vrai que la bourse, c'est les Échos ou la bourse qui risque de traiter ce sujet-là. Bon, ça m'a l'air un petit peu pro-russe. Moi, j'attends de voir les chiffres, personnellement. Tant que je n'ai pas les chiffres exacts, je ne me prononcerai pas. Est-ce qu'on sauterait sur le dernier sujet, un sujet assez surprenant? L'Iran. Est-ce que tu y vois un lien, d'abord, entre les deux? Tu veux dire l'élection de ce président? Non, la situation en Ukraine et l'élection de l'Indien, oui. De l'Iranien, excusez-moi. Sur les Iraniens, ce sont des Indo-Européens. Alors, l'élection d'un monsieur qui s'appelle Pezeshkian, qui n'était pas du tout prévu, puisqu'il y avait 5 conservateurs en lice et on s'attendait à l'élection d'un autre conservateur dont je ne me souviens plus. Il faut préciser qu'il y a eu une élection précipitée par la mort de son prédécesseur. Dans un accident d'hélicoptère. Et qu'il était effectivement face à 5 conservateurs, que pour l'élection, il y a eu plus de 50% d'abstention et 60 000 votes nuls. 600 000, pardon, excusez-moi. Votes nuls. C'est une situation quand même très particulière, très étonnante. Je ne sais pas ce que tu en tires, toi. Ça, sur la participation et les votes nuls, enfin les votes, en fait, ce sont des votes blancs. Enfin, nuls, blancs, je crois. En tout cas, non considérés. Le président, c'est un système avec un président au pouvoir très restreint. C'est le gardien de la révolution, je ne sais plus comment on appelle ça aujourd'hui, les mollahs en tout cas, qui évidemment le pouvoir exécutif. Mais en tout cas, il était prévu l'élection d'un autre des 5 en lice a été prévu, beaucoup plus conservateur, qui s'appelle Jalil, je crois, quelque chose comme ça. Et curieusement, sort des urnes ce président, donc c'est plutôt un signe en effet d'ouverture, puisque c'est quelqu'un qui se déclare ouvert sur l'Occident. Bon. Donc on aura comme ça une espèce d'équilibre, peut-être, quoique. Enfin voilà, c'est assez surprenant, mais pour l'instant ça ne veut pas dire grand-chose de plus. En tout cas, le Moyen-Orient est toujours en mouvement, en ébullition, le monde plein de surprises. On est face à de l'incertitude un peu partout. On s'étonnera quand même de ne pas avoir plus d'informations sur ses positions face à Israël, puisqu'il y a quand même un Netanyahou qui s'exprime de façon extrêmement virulente contre l'allié, le proxy, entre guillemets, Hezbollah au Liban, et de façon très virulente contre l'Iran. Tout ça le Hezbollah, c'est la présence iranienne au Liban. Le Hezbollah est là depuis très longtemps, dans le sud Liban, à la frontière israélienne. Donc c'est vraiment un endroit d'entonnoir comme ça. Et c'est vrai que pour beaucoup de Libanais, c'est l'Iran qui gouverne la région. Donc
l'opposition de la région, c'est vraiment Iran-Israël, en effet. Très bien, ben c'est dans ce contexte-là qu'on souhaite bonne chance néanmoins aux dirigeants iraniens. N'oublions jamais les peuples derrière les dirigeants et on souhaite peut-être le meilleur au peuple et parfois moins au régime qui les porte, mais bon, j'ai l'impression que la population iranienne a beaucoup souffert et j'espère que ça améliorera sa qualité de vie. Flavie, nous restons donc un peu suspendus face à beaucoup de choses qui bougent. Je dois admettre personnellement que le Orban Tour, étant qu'il va vers la paix, je trouve ça très sain. En plus, ça réinstaure un peu de dialogue, en fait, et de non-vassalité. Et de narratifs, d'équilibre des narratifs. L'équilibre, je dirais peut-être pas, mais en tout cas, ça, on voit la levée de bouclier extrêmement forte. Je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Et ça pourrait devenir une pratique aussi qui donnerait beaucoup plus de force à la présidence d'un pays. On est content quand les Espagnols prennent pour nous faire les promotions des tortillas, mais ici, ça semble avoir quand même plus de portée. Je sais pas comment tu le vois. La promotion des tortillas, hein. C'est ce quand l'Espagne dirige l'Union européenne. D'accord. Ça manque un peu de teneur, même si on aime beaucoup les tortillas. On est d'accord. Donc c'est sur ce mot de profondeur et d'intelligence qu'on vous laisse. On remercie de nous avoir écoutés, Flavie. Et on vous retrouve juste après pour les petites nouvelles, discussions avec plaisir, plus informelles, plus de comptoir, sur à peu près les mêmes sujets. Merci à Noah, merci aux auditeurs, merci Flavie. À vous les studios. À vous cognac G. Dans la dissociété des dysphories contemporaines, il faut garder son esprit critique, soutenir la zone libre, s'abonner à ses réseaux et partager. Dans la société des crises, en dissolution, être dans la zone libre, c'est passer du constat au combat.